Jalousie. Il faisait bien noir, tu sais, Sonia, quand je suis arrivé au bord du Mar. Je revenais de Schalken, où j'avais rendu visite à la vieille tante Jenny. La vieille Clara pense à la lave noirâtre, au feu qui a fusé vers les cieux il y a longtemps, et longtemps, longtemps, avait retenti en explosant hors des cratères qui ont troué notre pays comme une variole, un prurite apocalyptique fatal. Toutes ces éruptions, tout ce feu partout, ont laissé des braises noircies, des épaisseurs neigeuses de cendres, des montagnes de cette lave noire sinistre, parsemées de bombes énormes qui ont dû retomber au sol avec un grand bruit sourd. Clara pense sans cesse à ce déluge d'obus, à cette canonnade sans fin que nous assénait notre ennemi, la terre, avant de devenir notre plus sûr, notre seul allié vrai, capricieuse mais entêtée comme un dieu à nous nourrir et à nous soutenir, toujours obstinée, malgré les années pauvres où nous avions si peu à manger, et notre bétail avec nous. À cette lave qui par endroits forme une croûte noirâtre comme pesteuse, et ailleurs une belle cendre très fertile où poussent l'orge et le blé. Cette lave sur laquelle craquent nos pas. Je suis passé au bord du Mar donc, et, tout au bout, j'ai frôlé la ruine de la tour de guet, tu sais, Sonia, celle où nous n'osions pas jouer quand nous étions enfants, et que d'ailleurs nos parents nous interdisaient. Il y avait tant de fantômes qui rôdaient là. Et quelque chose, par terre, entre les gravillons noirs, a attiré mon attention. Je me suis arrêté net. C'était une fleur, une grande fleur, en forme d'étoile. Je n'en avais jamais vu de semblable, d'une telle beauté, d'une telle étrangeté. Sa couleur était d'un mauve si intense qu'elle brillait dans la pénombre, dans le jour finissant. Je me suis accroupi et l'ai regardée longtemps. J'avais l'impression qu'elle voulait me parler, qu'elle avait quelque chose d'essentiel et d'urgent à me dire. Et je me suis encore persuadé que c'était bien cela, qu'elle avait poussé là en quelques jours pour me dire quelque chose. La lune commençait à se lever, et elle m'apparaissait comme une complice, ou au moins comme notre confidente, à toutes les deux, à mon enfant Fleur et moi. Car j'ai immédiatement éprouvé, je ne sais pas pourquoi, cette fleur comme si elle était une petite enfant que j'avais moi-même engendrée, une toute petite fillette dont j'aurais été la mère. J'ai tâtonné dans l'herbe sombre devant moi, et ensuite, en écartant les brins de linaigrette et les prêles, j'ai aperçu quelques autres fleurs de la même espèce, juste quelques-unes. Des étoiles mauves et quelques-unes tirant vers le pourpre, qui semblaient tendre le cou très haut vers la lune qui nous observait toutes et nous écoutait, même si nous n'avions pas échangé une seule parole, les fleurs et moi. Elles se trouvaient groupées comme une petite famille, et elles se dressaient vers l'astre de la nuit, notre compagnon. Et une fois de plus, j'ai entendu comme un appel. Elles voulaient que je les emmène, j'en suis sûr. Elles croyaient que moi, en réalité une pauvre vieille femme, je pouvais leur donner accès à la lune. Je crois qu'elles voulaient la rejoindre avec mon aide. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne pouvais pas me représenter ces fleurs sans la lune et sans moi. Je suis resté là très longtemps, des heures, de longues heures, sans du tout me rendre compte du temps qui passait. À un moment, une drôle de bête a commencé, il me semble, à geindre étrangement, et puis à gronder. Je ne sais pas ce que c'était. J'ai sursauté très fort et je me suis dépêché, autant que je le pouvais, de quitter les lieux. Mais j'emmenai l'une de ces fleurs parce que je sentais qu'elle voulait que je l'emmène. C'était voici plusieurs semaines. C'est elle. Et Clara montre à sa fille Sonia et à l'autre femme, une femme plutôt âgée qui se tient assise sur la banquette du vieux poêle, un grand pot d'argile rempli de terre où se dresse, majestueuse, une étoile mauve, d'un mauve intense, obsédant, comme si la lumière en émanait et qu'elle-même la produisait à l'intérieur de son cœur, que dissimulent ses pétales rayonnants et aigus.
et les trois femmes se penchent sur ce petit soleil. Aucune des trois ne prononce aucune parole. Elles expriment seulement en silence une sorte d'acquiescement et d'accord intime, comme une sorte d'euphorie commune, comme dans une nuit d'été chaude et transpercée de constellations. La nuit s'affleure auprès de son lit, Clara ne dort pas. Des souvenirs s'amassent en foule dans sa mémoire, des souvenirs qu'elle n'a pas rappelés à la surface de son esprit depuis des années, parfois, des décennies même, comme si le passé était présent, comme si la durée s'était dissoute dans l'éternité, un présent éternel. Ces souvenirs et ceux des paroles des gens d'ici, de son pays. Quand les deux jumeaux ont créé, là-bas, devant la colline de Néros, les oiseaux migrateurs, ces groupes de jeunes gens épris d'intense amitié et de liberté, qui croyaient pouvoir édifier un royaume de la jeunesse. Et l'image des temps où les plus grands des poètes de la forêt, comme Eichendorff, ont traversé l'Eifel, son pays, tout noir et tout vert sombre. Puis, quand ce pays tout entier s'était dissous dans un brouillard menaçant, d'une effrayante persistance, et encore les traversées solitaires des lacs de cratères à la nage en pleine nuit. Le lendemain, dans la soirée, Sonia, la fille de Clara, se rend sur les bords du Mar. Elle le longe, le contourne en scrutant très attentivement les alentours, tout près des rives. Elle ne trouve rien. Elle ne voit plus la petite famille de fleurs au cou tendu vers la lune. Sont-elles parties seules vers le ciel ? Sonia se sent triste, étrangement triste. Elle part vers la tour aux fantômes. Elle s'assied sur une pierre éboulée, une très ancienne pierre de cheminée, à l'autre extrémité du Mar. Quelque chose bouge du côté de l'emplacement dont Clara a expliqué qu'il s'agissait de l'endroit où elle a vu la première des fleurs. Des pas, un froissement, et puis une longue silhouette maigre. C'est la sorcière Kneipp, la Hexe Kneipp, la vieille voisine, celle qui se trouvait assise au poêle quand Clara a expliqué sa rencontre avec la fleur. Que fait-elle là ? Elle cherche visiblement la même chose que Sonia, et elle ne le trouve pas davantage. Elle semble furtive, fébrile. Sonia attend qu'elle disparaisse à nouveau par l'arrière de la forêt. Elle connaît étonnamment bien le bois, qui pourtant semble presque impénétrable de ce côté-là. Quand Sonia quitte la tour, il fait déjà bien nuit, mais elle connaît l'endroit depuis toujours. Après ses jeux d'enfant dans cette campagne sinistre, elle ne manquait pas de rentrer le plus tard possible chez ses parents, chez son père charpentier, sa mère qui avait elle-même beaucoup fréquenté, la nuit, les alentours de ces volcans éteints et menaçants par leur noirceur démoniaque. Elle y a gardé les troupeaux dès l'âge de 8 ans, la journée entière, depuis tôt le matin jusqu'à la nuit tombée. Le lendemain, c'est dimanche. La jeune femme accepte d'accompagner sa mère à Maria-Laach, le grand couvent de la région, dont la face tournée vers le monde exhibe avec un peu d'orgueil la plus belle église romane de ce pays, aux dimensions imposantes. Elles partent assez tôt le matin. Là-bas, juste à côté du couvent, le lac volcanique continue à frémir, à bouillonner dans ses fondements. La surface s'en élève chaque année d'1 centimètre, dit-on. Mais les gens de la région, eux, savent très bien qu'un jour, le Lard entrera à nouveau en éruption. Et ce jour n'est pas si loin. Tout le monde le sait ici, tous ceux qui habitent aux rives de ces lacs, ces mares, ceux qui depuis des siècles essaient de survivre grâce à leurs maigres champs travaillés dans le basalte. La grande bâtisse romane à 4 tours semble comme neuve. La pierre en est étrangement claire, beaucoup plus claire que tous les bâtiments alentour. Mais l'essentiel est sauf. Il a échappé, par l'adresse et la prudence des recteurs du couvent, à toutes les immenses catastrophes du siècle. Plus de 20 frères gîtent là. Maintenant le rythme séculaire de la prière, de leurs travaux et de leurs jours. Ora et labora.
Cette inspiration n'est pas prête de s'essouffler, même au beau milieu de l'aplatissement universel. La mère de Sonia a l'habitude de converser pendant quelques heures avec le prieur. Ces conversations semblent lui apporter une véritable sérénité, elle qui se trouve peut-être tout près de sa fin terrestre. Sonia les accompagne parfois, mais elle s'écarte d'habitude au bout d'un moment parce que sa mère pratique une forme insidieuse de confession, une confession qui ne dit pas son nom. Le vieux prieur n'est pas dupe, mais il joue le jeu. Et puis, tout à coup, Sonia a une idée. « Dites, père, me serait-il possible de visiter votre bibliothèque ? Cela fait si longtemps que j'en ai envie. Depuis mon enfance, à vrai dire. » « Oui, bien sûr, le règlement veut que tu n'y restes pas seul, mais tu seras accompagné de celui qui fait office de bibliothécaire, c'est-à-dire le frère Onimus. »« D'accord et grand merci. » Elle se rend donc dans la grande bibliothèque, sise tout à l'extrémité du couvent. Elle salue le frère Onimus, un vieil homme souriant, complètement silencieux et totalement effacé. Lui demande s'il connaît ici des volumes qui concerneraient la botanique et, le cas échéant, l'usage médical des plantes, ou bien leur usage magique. Tu dis magique ? Peut-être pas, ma fille, pas ici. Mais comme tu dois bien le savoir depuis le temps que tu connais ces lieux bénis, nous gardons notamment ici quelques écrits de Hildegard von Bingen. Tu sais, de ceux qui traitent des roches, des végétaux, et puis des animaux, et quelques autres aussi, et d'autres auteurs, beaucoup moins connus, mais... Mais quoi ? Mais... Rien. Elle lit dans son regard étincelant un mystère et des références redoutables que jamais il ne lui livrera. Mais aussi quelque chose d'autre, quelque chose de ce que le vieux moine veut lui signifier, qu'elle trouve elle-même, qu'elle trace même son chemin toute seule, maintenant. Mais la jeune femme s'interroge fugitivement. Qu'elle trouve quoi et sur quel chemin ? Et puis, elle examine les rayonnages. Elle s'aperçoit alors que certains des ouvrages exposés paraissent en effet très anciens. Certains datent du XIIIe et du XIVe siècle. Un peu machinalement, elle tire vers elle un volume assez épais de Brigitte de Vadstena, cette sainte admirable en laquelle elle se reconnaît depuis longtemps, d'une manière assez troublante. Brigitte, dans son couvent de Vadstena, au sud de la Suède, a eu des visions d'une intensité et d'un nombre inouïs. Et Sonia y avait reconnu, dans son adolescence, certaines créatures en forme de crapauds, de sac-boutes ou de salamandres cracheuses de feu. Dans le volume, elle aperçoit un feuillet datant visiblement du XIXe siècle, rédigé dans cette vieille écriture que les Allemands ont utilisée de la Renaissance jusqu'au début du XXe siècle, et qui ne savent plus ni écrire ni déchiffrer. C'est un écrit manuscrit griffonné à la hâte, malhabile, aux lettres mal formées. Sonia sent immédiatement que ce papier, lui aussi, la concerne, et tant bien que mal, elle essaye de soutirer la petite feuille de son précieux volume du XIVe siècle. Le frère Onimus est assis à proximité, feignant de lire et simulant la discrétion. Mais elle sait bien que malgré sa myopie, il ne perd pas une miette de ce qui se passe dans cette immense pièce obscure. Elle a juste le temps de lire très vite. À l'air du vide, le ver de feu a besoin d'elle. Et puis, avec un geste habile du poignet, elle glisse le billet sous sa robe courte et moulante, et elle poursuit son exploration de la bibliothèque, longuement, tandis que sa mère se perd dans les méandres de la contemplation que produisent dans son esprit les sons de l'orgue, à quelques mètres de là, dans la chapelle. Elle remercie chaleureusement son Cerbère débonnaire, après plusieurs heures de rêve dans ces pages si anciennes, et sort en suivant le sillage des notes de Buxtehude et du génial Bruns, mort si jeune, vers l'orgue immense qui écrase la muraille du fond de l'abbatiale. Mais avant d'y arriver,
Elle lit l'autre face du billet anonyme, et sa surprise est grande.